Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous accueillons aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud, Madame Kyung Hwa-kang. Merci Madame de votre présence. Merci, je suis très heureuse d'être ici. C'est bien sûr avec une certaine inquiétude que le monde observe ce qui se passe en péninsule coréenne, à l'heure où la Corée du Nord mène un certain nombre de tests nucléaires, lance également des missiles et nous avons assisté aux échanges entre le président des États-Unis et les dirigeants de la Corée du Nord et certains s'inquiètent véritablement qu'il puisse s'agir des prémices de la prochaine guerre et qu'il pourrait en outre s'agir d'une guerre nucléaire. Ces craintes sont-elles fondées ? Bien, tout d'abord, le problème nucléaire nord-coréen est un problème pour la sécurité du monde entier. Ce n'est pas simplement un problème pour nous dans la péninsule coréenne et en Asie du Sud-Est, mais pour l'ensemble de la communauté mondiale. Raison pour laquelle la communauté mondiale, à travers le Conseil de sécurité, a adopté une série de sanctions et de mesures. Face à chaque provocation, la communauté internationale s'est montrée très déterminée à répondre à ces provocations par des sanctions. La dernière étant la 2375, qui est la dernière d'une série de 9 sanctions contre la Corée du Nord. Mon gouvernement, mon président sont très clairs. Il ne faut pas qu'il y ait une autre guerre sur la péninsule coréenne. Nous sommes un pays qui est sorti de la destruction totale après la guerre pour construire une démocratie modèle et une économie prospère, et ceci ne doit pas être ébranlé par une autre guerre sur la péninsule coréenne. Nous devons trouver un moyen de résoudre le problème de manière pacifique. Et il y a encore le temps de le faire ? On a encore du temps. Les sanctions en tant que telles ne sont pas un objectif, mais un outil pour faire passer le message à la Corée du Nord et leur faire comprendre que cela ne peut durer. Elle doit s'arrêter et s'asseoir autour d'une table pour dialoguer et trouver une solution politique et diplomatique. Mais pour l'instant, la réponse de la Corée du Nord, c'est essentiellement non. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que derrière d'éventuelles fanfaronnades, les Nord-Coréens vous écoutent? Ils écoutent avec beaucoup d'attention et de leur propre aveu, ils n'en sont pas encore là. Et en fonction de la personne à qui on parle, lorsqu'on leur demande combien de temps on a, la réponse varie. Mais il y a une chose extrêmement claire, à savoir qu'ils ont accéléré le rythme de progression de leur programme balistique et nucléaire. Cela est très clair et c'est la raison pour laquelle il est encore plus urgent que la communauté internationale montre un front uni dans la mise en place de ces sanctions et envoie un message extrêmement clair à la Corée du Nord et que l'ensemble de la communauté internationale montre qu'elle est préoccupée et que la Corée du Nord doit respecter la volonté de la communauté internationale, à savoir s'arrêter. Et les résolutions sont très claires, les sanctions également. La Corée du Nord ne sera pas acceptée en tant que puissance nucléaire. Nous trouverons le moyen d'achever un programme de dénucléarisation irréversible. Alors la grande question est de savoir si la Corée du Nord n'est pas déjà une puissance nucléaire. C'est ce qu'affirme Pyongyang. Mike Pompeo, le directeur de la CIA, a récemment affirmé que la Corée du Nord était, et je le cite, à quelques mois d'avoir la capacité de mener une frappe nucléaire contre les États-Unis. Partagez-vous cette analyse? Comme je l'ai dit, l'évaluation varie. Mais qu'en pense votre gouvernement? Je pense que cela dépend des experts auxquels on s'adresse. Je ne suis pas celle qui a le dernier mot au nom du gouvernement coréen, mais une chose qui est très claire, c'est qu'ils approchent très rapidement de ce seuil, mais ils ont les capacités nucléaires et est-ce que cela aboutira à une situation où ils deviendront de facto une puissance nucléaire? Cela est inacceptable. Et la Corée du Nord, en tant que puissance nucléaire, ne sera pas acceptée. Et cela a été dit très clairement à travers une série de résolutions. Ce n'est pas juste notre position, c'est la position des États-Unis et de l'ensemble de la communauté internationale. Comment jugez-vous la guerre des mots que mène le président des États-Unis contre les dirigeants
dirigeants à Pyongyang. Il a encore répété que les États-Unis se tenaient totalement prêts à déclarer la guerre. Nous constatons également que l'armée dit être en train de préparer ses bombardiers. Êtes-vous inquiète? Car, une fois de plus, vous êtes directement concerné. Vous seriez la cible première d'une telle guerre. Est-ce que les États-Unis ne risquent pas de provoquer une guerre? Je pense que la déclaration du président montre sa volonté solide de trouver une solution à ce problème de sécurité mondiale. Et pas d'aller vers la guerre. Les options militaires, je pense qu'il faut comprendre clairement ce que cela signifie. Je pense que les exercices militaires, comme il y en a eu récemment sur la péninsule coréenne, sont conçus pour exercer une pression sur la Corée du Nord et leur montrer que nous avons les capacités, si quelque chose devait se produire, s'ils devaient décider de faire quelque chose, nous sommes prêts. Nous sommes extrêmement bien préparés sur le plan militaire et la position conjointe des États-Unis et de la Corée en tant qu'alliés militaires, notre propre position militaire également. Et cette démonstration vise non seulement à rassurer notre peuple et lui montrer qu'il serait protégé, mais envoyer également un message de dissuasion à la Corée du Nord. Et cela est là pour renforcer la pression sur la Corée du Nord et l'inciter à venir autour d'une table pour dialoguer. Certains, dont le président Trump, en tout cas avant son élection, et votre principal parti d'opposition, disent que cela pourrait passer par le retour d'armes nucléaires américaines en Corée du Sud. Or, votre gouvernement s'y est clairement dit opposé. Pourquoi? Bien, les armes nucléaires tactiques ont été à un moment donné sur la péninsule coréenne et en 1991, avec la Corée du Nord, nous nous sommes engagés à dénucléariser la péninsule coréenne et les armes nucléaires américaines ont été retirées. Nous sommes assurés de bénéficier du parapluie nucléaire que nous offrent les États-Unis. Nous sommes également assurés d'avoir ce que nous appelons une dissuasion élargie que nous offrent les États-Unis, qu'elle offre à la péninsule coréenne. Et je pense que l'idée du retour des armes nucléaires doit être pesée par rapport à différents fronts, l'efficacité militaire, les considérations stratégiques, ce que cela signifie sur le plan intérieur, ce que cela signifie dans le cadre de nos relations avec les pays de la région. Et de manière générale et de toute évidence, ce n'est pas la meilleure option. La meilleure option, me semble-t-il, est d'accroître encore la dissuasion élargie que les États-Unis se sont clairement engagés à nous offrir et qu'ils continuent à nous offrir. Pour en revenir peut-être à ce que nous disions à l'instant, car je suppose que vous suivez de très près ce que font les dirigeants à Pyongyang et le monde se pose la question de savoir quelle est l'intention de Kim Jong-un. Que veut-il? Veut-il préserver son régime et par conséquent devenir un acteur nucléaire parce qu'il a vu ce qui était arrivé à d'autres régimes qui avaient abandonné l'arme nucléaire? Ou bien pensez-vous qu'il ait peut-être d'autres projets, y compris éventuellement prendre le contrôle de la Corée du Sud? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse? Bien, je pense que tous les points que vous avez mentionnés sont des interprétations possible et que certaines de ses propres déclarations l'indiquent également. Mais ce qui, d'une manière générale, est clair, c'est qu'ils ne se sentent pas sûrs du tout de pouvoir faire durer le régime face à un monde très hostile. Et ils pensent que le seul levier dont ils disposent, c'est le programme balistique et nucléaire et qu'ils ne doivent pas l'abandonner, mais doivent au contraire le développer plus avant pour être en position de force lorsque le moment viendra enfin de s'asseoir autour d'une table. Donc ceci, je pense que c'est une assez bonne perception de ce que sont les intentions. Mais nous, la communauté des nations, nous nous rattachons à ce message. Il ne peut pas être accepté par la communauté internationale en tant que puissance nucléaire. Mais ne serait-ce pas trop tard? Non. Je
pense que nous avons encore du temps. Le temps est compté, mais nous avons encore du temps. Il a été dit que votre pays était en train de se préparer pour cibler directement le dirigeant de la Corée du Nord. Votre ministre de la Défense avait parlé de la création d'une unité de décapitation. Est-ce que vous envisagez sérieusement cette option? Bien, je ne ferai pas trop de commentaires sur la politique du gouvernement précédent, mais ce gouvernement actuel est très clair. Nous ne cherchons pas à avoir de politique hostile, nous ne voulons pas non plus ébranler le régime, nous ne voulons pas faire ou avancer militairement au-delà de la zone démilitarisée. Nous sommes prêts, si la Corée du Nord venait à changer de cap, nous sommes prêts à travailler avec elle pour lui apporter l'aide dont elle a besoin sur le plan économique. Et je pense que la politique américaine des 4 noms de M. Tillerson est tout à fait conforme à ce message de non-hostilité. Nous voulons que la Corée du Nord revienne autour de la table pour discuter de la dénucléarisation. Car c'est sur cette idée, entre autres, qu'a été élu votre président. La réouverture du dialogue avec la Corée du Nord, mais il se retrouve en situation impossible. Il a été élu pour la paix et il est obligé de préparer la guerre. Oui, la paix, mais basée sur la force. Notre message a toujours été clair. Il ne s'agissait pas uniquement de paix et de dialogue inconditionnel, mais les provocations, nous y répondrons avec une pression plus forte et des sanctions plus fortes. Et nous tenons à ce renforcement des sanctions, mais toujours avec le message